Salut à tous, c'est DK. On se retrouve de nouveau sur Godot, toujours dans les scripts, et on va poursuivre ce qu'on a vu sur les fonctions. La dernière fois, on avait parlé de la fonction ready, on avait vu qu'on pouvait utiliser des opérateurs de calcul, on pouvait faire des concaténations, c'est-à-dire mettre des chaînes de caractères les unes à la suite des autres, et puis on avait vu qu'on pouvait comparer des choses. Au-delà des chiffres et des chaînes de caractères qu'on pouvait taper directement, on avait vu aussi qu'on pouvait récupérer des choses, comme ici où j'avais récupéré par exemple nom du perso Zelda, qui est une de mes variables, qui est ici, qui a pour valeur link, nom du perso, qui est une variable qui est ici, alors qui n'est pas une variable d'ailleurs, qui est une constante ici, et qui a pour valeur Mario, et on avait mis entre deux par exemple ce symbole là, donc l'anti-slash et le N, pour faire en sorte que lorsque l'on lance la scène, on est dans la console Mario qui s'affiche, et puis qu'on ait l'autre nom qui s'affiche en dessous. Alors pourquoi on a Mario et Mario? C'est parce que nom du perso Zelda, bien qu'ici il soit indiqué Link, c'est une variable qui est en mode exporté, et du coup si on regarde dans l'inspecteur à droite, eh bien sa valeur, ça n'est plus Link, c'est Mario. Donc du coup il m'indique Mario Mario. Si je mettais, je sais pas, Decaludo à la place, hop, et que je relance, bah vous voyez que on a Decaludo et en dessous on a Mario. Alors on a d'abord Decaludo parce que c'est le nouveau nom qu'on a donné au personnage du jeu Zelda, et le nom Mario reste toujours le même puisqu'il s'agit d'une constante, hein, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer dans l'inspecteur. Et en plus ça n'est pas exporté. D'ailleurs je vous le rappelle, hein, on ne peut pas exporter des constantes, on ne peut exporter que des variables. Et puis bah, ça s'affiche l'un en dessous de l'autre grâce à ce petit truc là au milieu, à savoir anti/n. Donc on a joué un petit peu avec nos variables, mais on va faire d'autres choses, hein. On va essayer de voir comment on peut faire interagir plusieurs fonctions ensemble. Mais avant de passer à cet aspect-là, je voudrais quand même rajouter des petits trucs sur la fonction ready, des petits trucs un petit peu plus subtils. C'est que là, par exemple, vous voyez que je lui demande de me faire en sorte que des noms se suivent, hein, soit concaténés. Je pourrais lui demander de comparer des choses. Là, par exemple, si je lui demande de comparer est-ce que le nom du perso du jeu Zelda est le même que le nom du perso du jeu Mario, là théoriquement il devrait me dire bah non c'est pas le cas, il devrait me dire que c'est faux parce que le nom du perso du jeu Zelda, je viens de définir que c'était Decaludo, et le nom du perso du jeu Mario c'est Mario, donc il devrait me dire que c'est faux. Donc on va essayer, vous allez voir qu'effectivement il va me dire que c'est faux. Hop, hop, donc dans la console, vous voyez il me dit ici que c'est faux. Donc théoriquement, si ici à droite j'indique Mario, il va me dire que là pour le coup c'est vrai. Le nom du perso Zelda, si je l'appelle Mario, eh ben, c'est la même chose que le nom du perso du jeu Mario qui est Mario. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il devrait me dire que c'est vrai. Donc on regarde dans la console, et effectivement il me dit true, donc c'est vrai. Par contre ce que je voulais vous montrer, c'est si là à droite, au lieu de mettre Mario avec un M majuscule, je mets Mario avec un M minuscule. Qu'est-ce qui se passe? On relance. Et bien là, dans la console, il ne me dit plus que c'est vrai. Il me dit que c'est faux. Pourquoi il me dit que c'est faux? Ça veut dire qu'en fait, il prend en compte ce qu'on a déjà vu quand on a abordé la question des normes et des conventions dans Godot, à savoir la notion de casse, hein, ce qu'on appelle en anglais le case, mais en français la casse informatique, c'est-à-dire
comment sont pris en compte les lettres capitales, donc les majuscules, et les minuscules. Et bien là, vous voyez qu'il les prend en compte, puisque en fait, il fait la différence entre le fait que ici, Mario a un M majuscule, et ici, il n'en a pas. Donc pour lui, c'est deux choses différentes. Donc étant donné que c'est deux choses différentes, eh bien, il me dit qu'il est faux que ces deux choses-là soient identiques. Puisque, étant donné qu'il y en a un qui a une majuscule et pas l'autre, eh bien, ça n'est pas pour lui identique. Alors, gardez à l'esprit que la casse, ça n'est pas toujours pris en compte par tous les trucs. Si vous vous rappelez de mon exemple de la dernière fois, je vous montrais un exemple que quand vous créez un dossier dans Windows, par exemple, si vous avez deux dossiers que vous appelez pareil, si vous mettez l'un en majuscule et l'autre en minuscule, pour autant, l'explorateur de Windows ne fait pas la différence. Pour lui, c'est la même chose. Que ce soit en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Donc ça veut dire que Windows, par exemple, ne prend pas en compte la casse. Par contre, Godot, vous voyez que ici, il la prend en compte. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Autre chose qui peut être intéressante, la dernière fois, je vais le faire ici tout en haut, on avait vu que si on faisait des choses très simples, comme est-ce que 5 est équivalent à 3, il allait savoir le faire très facilement et nous dire bah non, 5, ça n'est pas équivalent à 3. C'est faux, c'est différent. Bon, ça paraît évident et c'est quelque chose de simple à faire. Par contre, on peut aussi lui demander de comparer un chiffre très simple par rapport au résultat d'un calcul. Par exemple, si je lui demande ça, par exemple, 20 divisé par 4, ça fait 5. Mais est-ce qu'il va être capable de savoir que 5, pardon, que le chiffre 5 est équivalent à la division 20 par 4? On va voir ça tout de suite. Hop, on regarde dans la console et il nous met true. Donc il nous dit que c'est vrai. Donc vous voyez qu'il est capable aussi de faire la comparaison entre des chiffres simples et des calculs. Si on lui demande pareil avec des trucs à virgule par exemple, on pourrait lui demander est-ce que c'est égal à 2,5, donc un float, fois, donc je vous le rappelle, le signe de fois c'est une étoile, ça n'est pas un x, fois 2 par exemple. Est-ce que ça il comprend? On va lancer. Et vous voyez, il nous dit pareil que c'est vrai. Parce qu'effectivement, 2,5 fois 2, ça fait bien 5. Et il est capable de reconnaître ça. Donc c'était des petits trucs que j'avais pas abordé la dernière fois. Mais c'est pour quand même vous dire que il est capable aussi de faire ça. Donc voilà, ça c'était des petits ajouts. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que, alors je pense que je vais effacer un certain nombre de choses pour qu'on y voit plus clair. Je vais effacer tout ça. Hop. Voilà, on va effacer ça aussi. On va juste garder pour l'instant cette comparaison là. Et on va créer une nouvelle fonction. Donc une nouvelle fonction, pour en créer une, alors on sort de l'indentation, il faut se remettre en bord de ligne et on va retaper func parce que c'est ce qui nous permet de définir nos fonctions et on va la créer nous-mêmes. Alors quand on crée une fonction par nous-mêmes, on n'est pas obligé de mettre un underscore devant, on peut le faire mais c'est pas obligatoire et on va créer un truc, je vais l'appeler Bob. Moi ça me fait toujours, je sais pas pourquoi, ça me fait sourire Bob, je trouve que c'est rigolo. Donc Bob et on met 2 points pour que la fonction soit prise en compte. Alors là, vous voyez un truc, c'est que ma fonction, elle n'est pas surlignée en rouge, donc il n'y a pas de problème dans la façon dont elle est écrite, mais pour autant, vous voyez que là en bas, j'ai quand même une erreur. On me dit qu'il y a un truc bizarre, ça me renvoie à la ligne 75. Alors pourquoi la ligne 75? C'est parce que vous voyez, c'est tout le bas de mon script. Mais ça a l'air quand même d'être lié à ça puisque j'avais pas d'erreur avant et c'est depuis que je viens de taper ça que j'ai une erreur. Donc pourquoi j'ai une erreur? D'ailleurs je pense qu'il va pas vouloir me lancer la scène, vous voyez, il aime pas. Il aime pas quand je lance la scène, il me la ferme, il me renvoie directement dans le script. Hop. Alors pourquoi j'ai ça? C'est parce que une fonction,
ne peut pas être vide. Si elle est vide, Godot n'aime pas. Il pense qu'il y a un problème. Donc, pour que ça n'arrive pas, pour pas qu'on ait le problème, parce que des fois on crée une fonction mais on ne sait pas encore ce qu'on va mettre dedans. Donc on peut la créer et puis vouloir l'utiliser plus tard. Donc si vous voulez pas avoir le problème qu'on a là à l'écran, bah vous mettez passe. Et vous voyez la ligne qui était là en rouge, elle a disparu. Alors passe, ça fait quoi? Passe, ça dit concrètement, bah ne te préoccupe pas, effectivement la fonction elle est vide, mais c'est pas grave. Tu passes à autre chose. Bon. Alors je vous l'avais pas montré avec ready, alors ça je vais le mettre en commentaire, mais on aurait le même problème avec ready si on laissait ready vide. Vous voyez, l'erreur revient. Et si je lance ma scène, vous voyez, il me renvoie direct dans le script. Donc pour ready, effectivement, je pourrais mettre pass aussi pour plus avoir le problème. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive si par exemple on met ce que passe en fait, ça consiste à dire bah ne t'en préoccupe pas, ne fais rien de particulier, il n'y a pas d'erreur. Mais qu'est-ce qui se passe si par exemple je mets le mot passe avant de lui demander d'imprimer quelque chose? Alors la fonction Bob, pour l'instant, je vais la mettre en commentaire. Donc si je mets passe avant de lui demander d'imprimer la comparaison entre 5 et 2,5 fois 2, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, il se produit rien de particulier. C'est-à-dire que lui, il continue à faire ce qu'on lui a demandé de faire, donc il continue à vérifier si 5 c'est bien équivalent à 2,5 fois 2, et vous voyez qu'il me dit que effectivement c'est le cas. Donc ça n'a pas d'incidence. Donc vu que ça n'a pas d'incidence, ça n'est pas utile de mettre passe au-dessus de quelque chose que vous lui demandez de faire. Donc là, au-dessus de la méthode print. Ça n'a pas non plus d'intérêt, par exemple, de le mettre entre deux choses que vous lui demandez de faire. Par exemple, si là je lui demande imprime-moi la valeur du nom du personnage du jeu Zelda, donc print-moi le nom du perso Zelda, enfin du jeu Zelda. Si je lance ma scène, on va regarder dans la console, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit true pour cette ligne-là, hein, donc il fait la vérification comme tout à l'heure, et ensuite, en dessous, il m'imprime le nom du personnage du jeu Zelda. Donc il m'imprime quoi? Encore une fois, je le rappelle, il m'imprime pas Link, parce que même si j'ai Link dans le code, d'un point de vue de mon inspecteur, j'ai changé ici la valeur. Donc il me met Mario avec le M minuscule. Hein, vous voyez, donc voilà. Mais du coup, vous voyez que les passes qu'il y a entre deux, elles n'ont pas d'incidence. Donc voilà, ça je voulais vous le préciser. Une fonction ne peut pas être vide. Si vous ne l'utilisez pas de suite, vous mettez passe pour pas qu'il y ait d'erreur. Par contre, ça n'a pas d'intérêt de mettre passe entre ce que vous lui demandez, entre les méthodes par exemple, là, en l'occurrence, ou avant les méthodes. Ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Alors vous pourriez éventuellement vous le mettre à la fin. Hein, ça n'a pas une grande incidence, mais bon, ça pourrait être fait. Ce qui me semble mieux, plutôt que de mettre passe à la fin, quand vous avez une fonction qui fait quelque chose, c'est de lui demander, plutôt que de faire passe, de faire return. Alors, si on fait return, qu'est-ce qui va arriver? On va relancer. Hop. Alors, il va me faire la même chose, vous voyez. Il me fait toujours la comparaison entre 5 et la multiplication qu'il y a à côté. Et il me marque toujours le nom du personnage qu'on a défini pour le nom du perso de Zelda. Et on voit rien de particulier à l'écran. Bon. Si ça, je l'enlève.
et que je lui demande juste de faire return dans une fonction vide. Alors vous voyez que comme pour pass, ça vous affiche pas d'erreur. Donc on pourrait se dire, bah finalement return c'est la même chose que pass. Là, on n'a plus d'erreur et il fait rien de particulier quand il est à la suite de nos méthodes print. Donc ça a l'air de faire la même chose. Détrompez-vous, ça n'est pas pareil. Là, si je lance, vous allez voir qu'effectivement, il se passe rien de particulier dans la console. Vous voyez, c'est vide. Mais il y a quand même une subtilité, et pour vous la montrer, il va falloir que je fasse ça. C'est que je mette return entre deux méthodes. Ici, par exemple. Et là, vous allez voir qu'il y a une différence. Je lance la scène, on va regarder ce qui se passe dans la console. Et là, vous voyez que il me dit true. Donc, il m'a bien fait la comparaison entre 5 et la multiplication qu'il y a à côté pour savoir si c'est équivalent. Par contre, il m'a pas imprimé le nom du perso du jeu Zelda. Pourquoi? Parce qu'en fait, return, ça quitte la fonction. Ça ne va pas au bout. À la différence de pass qui dit juste ne te préoccupe pas et continue ce que tu as à faire, return, ça, dès l'instant où on le met, ça arrête de faire ce qu'il était en train de faire. Donc il me fait bien ce qu'il y a au-dessus. Par contre, ce qu'il y a au-dessous, il ne me le fait pas. Il ne me fait plus rien. Il s'arrête. Bon. Alors là, je vais vous montrer un truc qui ne marche pas volontairement. Mais je vais lui dire, par exemple, return 42. Ouais, je peux lui dire de retourner un chiffre, par exemple, une valeur. Donc là, si je relance, vous voyez qu'il me fait toujours la même chose. Il me fait toujours la comparaison ici, et il me dit que c'est vrai. Par contre, return 42, ça n'a rien fait de particulier. Bon. Alors pourquoi je vous montre ça, le return 42? Eh bien, je vous montre ça parce que le truc return 42, on va l'utiliser, mais on va l'utiliser dans notre nouvelle fonction qu'on a créée. Donc dans la fonction Bob. Donc là, elle fait rien pour l'instant. Donc on va enlever pass. On va avoir une erreur parce qu'il n'aime pas les fonctions vides. Donc on va lui mettre return. L'erreur va disparaître. Et on va lui dire return 42. Bon. Là en l'état, ça fera toujours rien. Je vais l'enlever ici d'ailleurs. Hop. Ça fera toujours rien. En fait, là en l'état, il va toujours me faire cette comparaison là et me dire qu'elle est vraie. Et là, il va de nouveau maintenant me afficher le nom du perso de Zelda. Bon, je vais changer parce que c'est un peu perturbant. Au lieu de mettre Mario, je vais mettre Ganon, comme Ganondorf dans le jeu Zelda. Donc là, il va m'imprimer True et Ganon. Et Return 42, vous allez avoir l'impression que ça ne fait rien. Donc True et Ganon, vous voyez, dans la console. Donc Return 42, on se demande, ouais, ça sert pas à grand chose. Et pour le voir s'afficher, là en fait, si vous voulez, cette fonction-là, à aucun moment on lui dit de s'activer. Si on veut éventuellement l'activer, et bien ce qu'on pourrait faire, c'est de dire à notre fonction ready, print, donc imprime-moi, et imprime-moi quoi? Eh bien, imprime-moi ce que fait la fonction du dessous. Donc, imprime-moi Bob. Vous voyez, je copie-colle le nom de la fonction. Alors, je ne reprends pas les deux points. Je reprends juste le nom avec les parenthèses. Et là, on va lancer. Et vous voyez que dans la console, il m'a indiqué, comme tout à l'heure, True et Ganon. Par contre, il m'a ajouté 42. Et vous voyez que, autant ici, on a créé une fonction Bob, et bien, au sein de la fonction ready, on réutilise
presque, je dirais, Bob comme une méthode. On pourrait, par exemple, alors, on pourrait le mettre comme ça. Alors là, ça fera rien puisque j'ai pas dit print, donc théoriquement, il va rien m'imprimer. Hop, vous voyez, il me l'imprime plus. Mais on pourrait avoir quelque chose de plus intéressant. C'est dans Bob, lui dire de faire quelque chose d'un petit peu spécifique. Par exemple, jouer un son. Alors des sons, on en a. Vous voyez que là, à gauche, dans mes nœuds, j'ai un lecteur musique. Ce lecteur musique, je l'ai associé à une variable dans mon code via onReady. Donc ma variable musique, elle contient mon lecteur qui lui-même contient du son. Je pourrais très bien me dire cette variable-là, je vais essayer de la récupérer quelque part. Alors je pourrais la récupérer directement dans Ready, mais là je vais vous montrer qu'on peut la récupérer dans Bob par exemple. Donc musique, vous voyez, je tape M, il comprend qu'il y a un truc .p, donc une variable qui s'appelle musique, donc je double-clique. Moi, cette musique-là, je veux en faire quelque chose, je veux la jouer. Donc, il y a une méthode pour jouer une musique. Vous faites .play. Voyez. Donc, on retrouve, vous voyez, ce fameux symbole .f suivi de parenthèse qu'on avait aussi pour print. Hop. Il y a deux parenthèses qui se mettent derrière, donc vous voyez que ça a à peu près la même forme. Et là, alors si j'enlève Bob ici, il ne va rien se passer, bien évidemment. La musique ne va pas se jouer. Vous voyez, il ne se passe rien. Dans la console, il ne se passe rien non plus. Par contre, si dans ma fonction ready, je lui dis, eh bien, exécute-moi dans ready la fonction Bob comme une méthode, vu que Bob lui-même, il est censé jouer de la musique, là, théoriquement, dès le lancement, je devrais avoir la musique. Alors là, c'est un son de vache précisément. Le son de vache qui devrait se lancer. Donc on va tester. Alors, je vais augmenter le son parce que vous avez peut-être pas bien entendu. Hop. On va relancer. Donc vous voyez, j'ai demandé que quelque chose se passe dans une fonction, mais pour autant, donc dans la fonction Bob, mais pour autant, j'ai réussi à réutiliser cette fonction comme une méthode au sein de la fonction ready. Et du coup, tout ce que je demande ici, eh bien, tant que Bob il est là en tant que méthode dans ready, eh bien, tout ce que je demande ici, la fonction ready pourra le faire. Si je demande dans Bob de me print cette vidéo est cool, voilà, eh bien je vais lancer, je vais toujours avoir mon bruit de vache, et en plus vous voyez que ready, il m'a imprimé la phrase cette vidéo est cool, bien qu'elle ne soit pas dans ready, bien qu'elle soit dans Bob. Donc là, vous voyez qu'on commence à faire interagir des fonctions entre elles. Et ça, c'est intéressant. Alors la fonction ready, je le rappelle, elle est là presque au démarrage, puisque elle est là dès l'instant où il y a des nœuds qui sont instanciés. Donc elle démarre au démarrage de votre scène, et puis elle balaye les nœuds un par un. Elle s'actualise, elle fait des choses à chaque fois qu'il y a un nœud qui rentre dans la scène. Donc la fonction ready, elle est toujours en termes de prioritaire sur toutes les autres fonctions que vous allez créer derrière. Donc vous ne pourrez pas demander à la fonction Bob de faire quelque chose qui se passe dans la fonction ready. Par contre ready, lui, il pourra récupérer des choses
de la fonction Bob, justement en lui disant que Bob est bien que ce soit une fonction, on peut l'utiliser comme une méthode au sein de la fonction ready. Donc voilà. Alors un truc que je vous ai pas montré, on aurait pu le faire aussi directement dans la fonction ready, mais je vais vous le montrer dans la fonction Bob. Dans les fonctions, on peut créer des variables. Jusqu'alors, on avait créé nos variables tout en haut, mais on peut créer des variables directement dans les fonctions. Là, je vais créer une variable qui s'appelle, je sais pas, soleil. Soleil. Voilà. Et on veut savoir s'il y a du soleil ou pas. On va imaginer, il y a deux possibilités, soit il y en a, soit il n'y en a pas. Donc on va imaginer que c'est une variable de type booléen, c'est soit vrai ou faux. Et on va lui dire que soleil est vrai. Et là, je pourrais très bien dire print soleil. Donc en faisant ça, en disant print soleil, en fait, je lui demande de m'imprimer la valeur de soleil. Donc de m'imprimer true. En lui-même, il peut pas le faire, mais vu que on récupère la fonction Bob comme une méthode au sein de la fonction ready, eh bien, théoriquement, il devrait pouvoir m'imprimer soleil égale true. Vous voyez? Il met true ici en quatrième ligne parce que il me fait d'abord les choses qui sont propres à ready, donc la comparaison qui est ici, donc il me dit qu'elle est vraie. Il me donne le nom du personnage du jeu Zelda, Ganon. Ensuite, il fait les choses qui sont censées s'exécuter dans Bob, donc il me lance le bruit de vache. Il m'imprime la phrase « Cette vidéo est cool » ici dans l'inspecteur. Et il m'imprime la valeur de ma nouvelle variable, la variable soleil, que j'ai créée au sein de Bob. Et il m'imprime sa valeur. Et sa valeur, c'est vrai, true. Donc voilà. Alors je vais désactiver quand même parce que sinon ça va être vite agaçant. Le bruit de vache. Sinon on va l'avoir à chaque fois quand on va lancer le truc. Donc vous pouvez créer des variables directement au sein de vos fonctions. Vous pouvez aussi, alors là je vais le faire dans la fonction ready, mais ça serait possible aussi dans la fonction Bob. Vous pourriez, je vais d'ailleurs le faire tout en haut, reprendre une variable qui existe déjà, on va prendre les pièces par exemple, qui ont une valeur qui est égale à 3, donc un chiffre entier, enfin non, oui un chiffre, donc pièce, vous voyez je fais P, il comprend qu'il y a une variable qui s'appelle pièce, donc je double-clique, et là je vais lui dire que c'est égal à, on va lui dire que c'est égal à 9 par exemple. Donc on va lui dire ça, on va lui dire que pièce est égale à 9. Si on lance, ah oui on lui a pas demandé d'imprimer, donc on va rien voir, donc on va lui dire print, print nous pièce. Voilà. Donc on relance. Donc ça va être ce qu'il va faire dès le départ, notre première ligne. Il nous imprime 9. Donc vous voyez que on peut créer des variables au sein d'une fonction, comme c'est le cas ici dans Bob. Alors, j'ai arrêté la vidéo parce qu'elle était d'une part assez longue, mais aussi parce que je voulais faire un complément, donc j'ai supprimé des choses dans la fonction Bob. J'ai gardé la dernière chose qu'on vient de faire, à savoir réaffecter une nouvelle valeur à une variable qu'on avait créée au préalable, à savoir pièce. De base, on lui a donné la valeur 3, et ici, on lui a réaffecté une valeur en lui disant que ça vaut 9. Dans la fonction ready, c'est pas très pertinent de faire ça. On va être honnête, pourquoi ça ne l'est pas? En fait, c'est tout simple, c'est que ready, comme je vous l'ai dit, ça s'exécute très rapidement dès qu'on lance la scène en fait.
Donc, si dès le début du jeu, on dit que nos pièces valent 3 pour les redéfinir quasiment aussitôt et lui dire que maintenant ça vaut 9, ça n'a pas de sens. Autant dire directement que ça vaut 9 ici. Alors, l'intérêt que ça pourrait avoir, il y en a quand même un, c'est que on pourrait se dire, bon, si c'est quelque chose pardon, qui est loin dans le code, ou si c'est pas un élément du code, mais par exemple un nœud qu'on voudrait redéfinir et qui est très bas dans la hiérarchie, eh bien, ça pourrait être intéressant. Alors, je dirais oui et non, parce qu'il y a une meilleure méthode pour faire ça, ne l'oubliez pas, bah, c'est la méthode onReady. Alors nous, on l'a utilisé ici pour récupérer des nœuds, mais on pourrait utiliser onReady avec des variables chiffrées, hein, des variables de type nombre entier. Là, je vous montre rapidement, mais si on fait onReady et qu'on crée une variable qui s'appelle, on va imaginer or. Alors, je le mets en majuscule, c'est parce que il y a déjà un truc qui s'appelle or par défaut dans Godot, donc il va me mettre une erreur sinon. Et qu'on dit que c'est un truc de type nombre entier, donc un int, et qu'on dit que l'or au départ il est à 50 pièces d'or par exemple. Bah, là vous voyez qu'avec onReady, j'y ai accès directement. Donc il n'y a pas besoin de venir le créer dans la fonction ready. La fonction ready, ça permet effectivement de charger des trucs rapidement en fait, mais si la variable on l'a déjà créée au préalable et qu'on veut qu'elle soit chargée rapidement, eh bien autant lui mettre le mode, hein, la notation onReady, comme ça agit comme si elle était dans la fonction ready en fait. Donc là, je vous ai montré avec pièce qu'il était effectivement possible de redéfinir sa valeur dans ready, mais ça n'a pas un grand intérêt. Le mieux, à la limite, si on voulait pouvoir faire en sorte que pièce soit apparaisse très tôt, on va dire, soit défini très tôt avec une valeur précise, eh bien, on pourrait lui mettre un arrobase onReady. Alors vous allez me dire, bah oui, mais théoriquement, on peut pas cumuler arrobase onReady et arrobase export. Et vous auriez raison, effectivement, je peux pas enchaîner, par exemple, arrobase onReady suivi d'arrobase export. Je peux pas non plus le faire dans l'autre sens, ça ne marche pas. Mais je pourrais très bien dire, par exemple, que j'ai une variable pièce qui est exportable, hein, comme c'est le cas ici. Donc ça veut dire que je peux la modifier à droite, hop, dans l'inspecteur. Vous voyez, elle apparaît ici, donc elle vaut 3. Et je pourrais lui dire, si je veux la récupérer vite, de récupérer les choses autrement en disant que j'ai une autre variable qui s'appelle or, qui est de type intégral aussi, comme pièce, et que or, c'est égal à pièce. Alors je pense qu'il faudrait que je le fasse dans l'autre sens. Ah non, il a l'air d'accepter. Donc là, du coup, je peux cumuler à la fois le fait que la variable est exportable et le fait qu'elle soit instanciée, on va dire, en tout cas initialisée, très tôt dans le code. Et là, si par exemple on va faire le test d'imprimer pièce, print, donc on peut imprimer la valeur d'une variable, print, on va pas imprimer pièce, on va imprimer or, parce que justement c'est or qui est instancié avec le mode onReady en fait, hein, donc très tôt. Donc si je lui demande d'imprimer or, on va lancer la scène pour avoir accès à la console et voir ce qui se passe. Eh bien on nous dit que ça vaut 3.
Alors en dessous il y a marqué nul, c'est normal parce qu'en fait je lui dis aussi de m'imprimer Bob. Et dans Bob, vu qu'il se passe rien, eh bien il me dit qu'il n'y a pas de valeur, c'est normal. Mais vous voyez qu'il m'imprime bien 3. Et je peux conserver du coup à la fois mon onReady et mon export. Mon export, vous allez voir là à droite, si je change et que je mets, je sais pas, 15 par exemple, eh bien en récupérant la valeur de la pièce à travers une nouvelle variable qui s'appelle OR, théoriquement, ici, quand je vais demander dans la fonction ready d'imprimer OR, il va me mettre 15. On va faire le test. Je relance. Hop. Et dans la console, on me met quoi? Effectivement, on me met 15. Parce que, bien qu'on ne puisse pas, sur une même variable, enchaîner onReady et export, ou même l'inverse, on peut exporter une variable de façon à modifier sa valeur dans l'inspecteur et à récupérer la valeur de cette variable. Alors, si elle est par défaut, on récupère la valeur qui est dans le code. Par contre, si on l'a changé, qu'on met 15 ou autre chose, 156 par exemple, eh bien, cette valeur-là, c'est celle-là qui va être récupérée. Et elle va être récupérée où? Elle va être récupérée dans notre nouvelle variable qui s'appelle OR et qui, elle, est chargée très tôt via le mode onReady. Donc du coup, c'est en ça qu'il n'est pas pertinent, à mon sens, de faire des changements de valeur des variables dans la fonction ready. Parce que on a d'autres moyens de le faire en fait. Donc voilà. Par contre, ce qui peut être intéressant parfois, c'est de créer des nouvelles variables dans ready. Par exemple, je pourrais créer une variable qui s'appelle variable lune. Est-ce que la lune est présente ou pas? Donc ça serait par exemple un booléen. Donc variable lune de type booléen, donc de type bool, hop, qui est égal à faux, parce qu'on est en pleine journée par exemple, donc il n'y a pas la lune. On va imaginer qu'il n'y a pas la lune, et puis on pourrait lui demander, bah voilà, je veux que tu m'imprimes, alors print avec un P minuscule, que tu m'imprimes lune. Donc quand on met ça, en fait, il va nous donner la valeur de lune. Et là, si on relance, hop, on ferme notre fenêtre là, on regarde ce qui se passe dans notre console, et vous voyez qu'il m'a imprimé la valeur de lune, et il me dit que c'est faux, parce que sa valeur, là, elle est bien fausse. Donc vous voyez, on peut créer des variables, et ça, pour le coup, dans Ready, ça a du sens. De pouvoir aussi les créer à partir de cet endroit-là. Donc voilà. Alors est-ce qu'on a autant de flexibilité? Je ne suis pas sûr. Est-ce que je peux la créer en mode export à partir d'ici? On va essayer. J'ai jamais fait, je vous avoue. Est-ce qu'il accepte? Non, il aime pas. Vous voyez, ça, il aime pas. Alors, en toute cohérence, je dois pas pouvoir la créer en mode onReady. Ça serait complètement aberrant. Parce que en fait, je lui demanderais de charger un truc rapide dans une fonction qui est censée charger les trucs au fur et à mesure que les nœuds apparaissent. Donc effectivement, ça ne marche pas non plus. Donc vous pouvez créer des variables au sein de la fonction ready, mais vous voyez que vous êtes déjà un peu plus limité. C'est-à-dire que vous ne pouvez ni les exporter, ni bien entendu les exporter via le mode export, ni même les instancier, enfin les charger, on va dire rapidement, via le mode onReady. Donc finalement, je pense que il doit y avoir des cas où c'est utile, mais je pense que de façon générale, dans la fonction ready, ça n'est pas intéressant de redéfinir la valeur des variables qu'on a créées précédemment, ni même de créer des variables au sein de la fonction ready elle-même. Je pense que c'est plus intéressant, à mon avis, de les créer au préalable. Mais il y a peut-être des cas où c'est intéressant. Ça sera à voir, peut-être qu'à un moment, moi je tomberai sur un cas, ça m'est pas encore arrivé, où c'est intéressant de créer les choses dans la fonction ready.
Mais voilà, hein, c'est pour vous montrer quand même que c'est possible, même si c'est pas ce qui est le plus utilisé. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui voilà, est déjà conséquente. Et puis la prochaine fois, on continuera encore un petit peu sur les fonctions. Là, on a vu des interactions entre deux fonctions. J'ai encore un truc à vous présenter la prochaine fois. Alors, je vous parlerai rapidement de quelques fonctions spécifiques. Je rentrerai pas dans le détail, mais il y a des fonctions qui ont vraiment des spécificités. Et puis surtout par rapport à ces fonctions qu'on a vues là, qu'on commence à maîtriser, je vous parlerai du fait de typer les fonctions, parce qu'on peut le faire. On peut leur imposer un type, et je vous parlerai aussi de nos fameuses parenthèses qu'on a là pour nos fonctions, parce qu'en fait dans ces parenthèses là on peut mettre des choses qu'on appelle des arguments, et j'essaierai de vous montrer comment ça marche et à quoi ça peut potentiellement servir. Voilà, sur ce j'espère que tout ceci vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Salut!